L'actualité, merci de nous suivre. Nous allons analyser, décrypter l'actualité avec deux invités. Il s'agit de Joe Maele et Symphorien Kayembe. Ils sont des analystes politiques. Avec eux, nous allons donc analyser l'actualité en République démocratique du Congo, qui est marquée tout d'abord par le résultat des élections des conseillers communaux. Le résultat a été rendu public provisoirement par la commission électorale indépendante avec cette grande question: quelles leçons à tirer de ces élections, non seulement des conseillers communaux, mais des élections des députés provinciaux et puis des députés nationaux? Ils vont répondre tout au long de ce magazine. Autre sujet d'actualité, c'est la création de nouvelles plateformes. Pacte pour un Congo retrouvé. La nouvelle plateforme réunit Vital Kamerhe, Jean-Lucien Boussa, Julien Paluku et autres. Ils disent se réunir pour soutenir les initiatives du chef d'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que ça va basculer l'union sacrée? Et cela pousse aussi à s'interroger sur l'informateur. Nous allons en parler avec nos invités. Joe Maele, merci de venir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Gisèle, c'est moi qui vous réitère mes remerciements. Déjà, je vous souhaite bonne année parce que c'est la première fois que nous nous réveillons plutôt pour cette année 2024. Merci. Je pense qu'on va parler brièvement de certains sujets d'actualité qui gangrènent la République, et je pense que nous serons à la hauteur pour éclairer l'opinion qui nous suit à la maison. Je salue aussi mon confrère avec qui nous allons partager le plateau, M. Symphorien Kayembe, et salutations à toutes les personnes qui ont, parce que vous avez parlé des élections, à toutes les personnes qui ont travaillé ardemment pour la réélection de M. Tshisekedi, et que ce soit les communicateurs, que ce soit les chefs des partis politiques, les personnalités politiques, et plus particulièrement, moi je salue le parti politique APOSEM avec leur autorité morale Abdon et Tika, qui ont décroché 13 sièges. Vous savez, aujourd'hui 13 sièges dans le poids parlementaire, c'est beaucoup. Alors, félicitations à eux et félicitations aussi à M. Assoumani Ndisso, qui est leur secrétaire national chargé de la communication. Et je pense que nous serons là pour, comme j'ai dit, élucider quelques énigmes qui capotent autour de la société et puis donner nos réflexions en toute objectivité. Symphorien Kayembe, merci à vous également d'avoir répondu à notre invitation. Merci Madame Gisèle. Je profite de cette occasion pour souhaiter bonne année avec toute l'équipe de CCTV. Donc c'est la première fois qu'on se retrouve ici en 2024. Nous sommes là pour parler Congo, nous sommes là pour parler du deuxième mandat du président de la République, les contours des élections et l'actualité qui domine actuellement. Je pense bien que nous allons éclairer l'opinion, surtout les Congolais qui sont en train de nous suivre à ce moment. Sentez-vous salué par M. Symphorien. Je salue également mon collaborateur, un ami de longue date, qui nous sommes en train de travailler pour le bien-être de la population. Nous communiquons pour les Congolais et pour les chefs de l'État. Et je salue tous les communicateurs du chef de l'État qui, malgré tout ce que vous avez suivi à travers la campagne électorale, mais on n'a pas baissé les bras pour soutenir notre candidat qui est maintenant réélu. Donc je pense bien que nos analyses seront à l'auteur et nous allons essayer un peu de faire sortir certaines personnes qui sont en train de traîner sur les zones d'ombre. Voilà. Alors, le premier sujet, les premières analyses vont porter sur les élections, avec la grande question que je posais tout à l'heure: quelles leçons à tirer de ces scrutins, que ce soit les élections des députés nationaux, provinciaux, et puis la dernière publication, c'était les conseillers communaux. On a vu par exemple pour les conseillers communaux, sur le 50 000 candidats, 915 ont été proclamés. Et c'était le cas aussi pour les députés provinciaux. Liste énorme de candidats, mais les moins de personnes proclamées. Il y a eu des contestations sur contestations. Quelles leçons à tirer de ces élections et puis des résultats? Madame, je vais commencer par un principe logique qui dit des prémices positives ne donnent que des résultats positifs. Je pense que ici, je parle en qualité de notre famille politique, l'Union Sacrée, comme communicateur. Vous savez, nous, on a embrassé une démarche, c'est celle qui est la démarche fédératrice. Pourquoi cette démarche fédératrice?
elle va nous permettre de maximiser plutôt nos capacités, maximiser nos chances de réussite. Alors l'Union sacrée s'est fédérée premièrement autour d'une personne, Félix-Antoine Tshisekedi. Pourquoi fédérer? Parce qu'on s'est dit, le Congo étant un pays gigantesque par sa géographie, il faudrait se fédérer, il faudrait fédérer ses forces pour permettre à notre candidat, premièrement, qui est Félix-Antoine Tshisekedi, de gagner les élections. Alors, par la fédération, on a monté par une manière méthodologique et stratégique certaines alternatives qui nous ont permis de gagner les élections. Alors, tout ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, c'est les résultats d'un travail stratégique et méthodologique. C'est ça qui justifie que vous ayez raflé plusieurs sièges. Exactement, c'est un travail, parce que vous savez, les élections, en termes politiques, moi j'appelle ça les combats, c'est un combat électoral. Alors, prenons l'exemple d'un boxeur qui veut aller dans un ring. Qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare en amont. Pourquoi il se prépare? Parce qu'il se prépare sur base de l'adversaire. Nous savions que pour gérer la République démocratique du Congo, il a fallu une préparation. Et une préparation doit passer par des alternatives. C'est pourquoi je vous ai dit la première alternative, c'était une alternative fédératrice. Ça signifie s'assembler autour d'une personne, Félix-Antoine Tshisekedi. On s'est assemblé pas d'une manière dispatchée, on s'est assemblé dans une structure qu'on appelle l'Union sacrée, qui a régorgé en son sein les regroupements politiques, les partis politiques, les personnalités politiques. Alors, on s'est dit, la deuxième mission, il faudrait, au-delà de faire de Félix-Antoine Tshisekedi président de la République, il faudrait donner une majorité au président Tshisekedi. Comment est-ce qu'on donne la majorité au président Tshisekedi? Il faudrait avoir plus de députés. Alors, les partis politiques qui reconstituent l'Union sacrée ont travaillé dans cette lignée-là. Donc vous allez comprendre qu'il y a une sorte de vision qui s'est dégagée avant le combat électoral. C'est sur base de cette vision-là qu'on a fignolé nos stratégies. Et les autres ne l'ont pas fait? Non, les autres ne l'ont pas fait. Les gens qui ont eu moins de sièges les autres n'avaient pas une stratégie? Non, ils étaient déroutés, non stratégiques, non méthodologiques. Vous allez comprendre que l'opposition, nos frères de l'autre côté, ont passé du temps à la rue, ils ont passé du temps dans la revendication et ils ont même eu du mal à se fédérer. Vous savez, aujourd'hui, madame... Mais qu'est-ce que vous direz d'ensemble pour la République? Là, vous parlez peut-être non, ils se sont pas fédérés. Qui n'a pas permis à ces candidats députés de postuler, mais l'ensemble était là. Non, l'ensemble est parti d'une manière isolée. L'ensemble aujourd'hui, l'ensemble est parti d'une manière isolée. Parlementairement, l'ensemble a 20 députés. 20 députés, c'est insignifiant au regard de ce que possède l'Union sacrée. À l'encontre de l'Union sacrée, vous voyez, par exemple, nous sommes partis dans l'Union sacrée. Et dans l'Union sacrée, on a même utilisé une communication en mettant Félix-Antoine Tshisekedi dans les effigies des candidats pour attirer une certaine victoire. Donc je pense que... Mais les autres aussi ont fait ça. On a vu Moïse Katumbi derrière... Non, Moïse Katumbi n'était pas derrière... Non, n'était pas derrière tout le monde. Pas tout, mais moi j'ai vu. Certains, c'est pourquoi je vous dis. Déjà, il y avait... Je vous dis, ils ont péché dans la manière de préparer les élections. Les élections comme un combat électoral se préparent d'une manière méthodologique et stratégique. Et nos frères de l'autre côté ont péché. Ce qui a fait notre force, c'est que on s'est réunis, on a préparé, et aujourd'hui, tout ce que nous voyons, c'est les résultats d'un travail que nous avons eu à faire antérieurement. Donc, en tête partout. Ben oui, c'est ça, madame. Nous sommes dans un champ politique. Et dans les champs politiques, qu'est-ce qu'on fait? Les théoriciens savent que lorsqu'on définit la politique comme un champ de combat, de bataille, il y a deux choses. Soit vous êtes pour conquérir, soit vous êtes pour la conservation. Nous nous sommes battus pour la conservation avec une majorité extrême. Donc, je pense que si de l'autre côté, nos frères n'ont pas eu les capacités de pouvoir nous remettre en cause, qu'est-ce que nous on fait? Dans un champ de combat, on ne se fait pas des cadeaux. Et nous n'avons pas fait des cadeaux. Nous avons eu des objectifs, celui de faire de Félix-Antoine Tshisekedi président de la République, celui de lui donner encore une certaine majorité extravagante et grandissime au sein du Parlement. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui estiment qu'il y a eu tricherie, il y a eu manipulation, je pense que... Et puis surtout qu'il y a eu aussi dénonciation de bourrage d'urne? Je pense que c'est un vocabulaire que l'opposition a toujours eu à avoir. Vous savez, nous avons eu... Non, mais il y a eu de preuves, il y a eu 82... non, je pense que... Non, moi, je parle d'une manière générale. Alors, les 82, là c'est une particularité.
quand je parle des 82, la CENI a fait son travail. Je pense que... Qui a promis d'ailleurs une autre liste. La question électorale, lorsqu'on organise des élections, c'est une question qui est humaine. Alors c'est l'humain qui organise. Vous savez, l'humain est imparfait, à moins que ça soit une organisation divine où il y a de la perfection. Donc la question de la tricherie, je pense que la CENI a fait son travail, la CENI a décelé les tricheurs, il a remis en gain de cause. Donc je pense que cette manière de faire les choses n'était pas une manière bonne. Et moi, j'étais toujours contre ça. Donc, mais les langages que porte l'opposition sur la tricherie, je pense que ça, c'est un langage de perdants. Au lieu de se préparer, ils n'ont pas préparé la récite. Il y a des images, il y a des gens qui ont été invalidés. Mais oui, il y a des gens... Vous pouvez parler d'un langage ou bien il se base sur des faits concrets qu'ils ont d'ailleurs mis à... Non, vous savez, le langage de la tricherie a sauté aux yeux avant que la CENI puisse proclamer. Parce que vous allez constater avant le fichier électoral, et il parlait déjà de la tricherie, d'une fraude électorale. Donc c'est un langage bien préparé dans la communication de l'opposition. Et voir tout ce qui s'est manifesté pendant la période électorale, ce n'est qu'appuyer ce qu'ils ont... Mais dans l'Union sacrée aussi, on s'accuse, hein. On a vu par exemple des gens qui... Il y a des défections même après les publications des résultats. Je pense qu'actuellement... Non, tel président du parti politique a donné mes voix à son fils. Actuellement... Des histoires pareilles que nous sommes en train de vivre. Je pense qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent comme vous aviez dit. Mais moi, je pense qu'il faudrait respecter des canaux qui sont légitimes et puis légaux. Lorsqu'on se sent lésé et par rapport à un résultat électoral, qu'est-ce qu'on fait? On va à la Cour constitutionnelle ou à une juridiction compétente. Et je pense aussi que c'est une leçon de démocratie pour nous. Parce que, vous savez, les partis politiques, ce ne sont pas des dynasties ou ce ne sont pas des faits monocratiques. Non, il faudrait un peu libéraliser. Moi, j'ai vu un cas, par exemple, à un monsieur à la Funa, Charlin Lokangania, qui a fait beaucoup de voix, plusieurs voix, mais malheureusement, il n'a pas été proclamé par la CENI. Lorsqu'il nous a contactés, moi, je lui ai dit, bon, moi, je reste légaliste et allez à la Cour constitutionnelle, comme elle dit la loi électorale. Si vous avez vos procès-verbaux, nous avons maintenant des juridictions qui, le jour disent le droit. Si vous avez raison, on vous donnera raison. Si vous n'avez pas raison. Mais c'est là aussi, c'est un moyen pour nous de maturer et puis pour avoir une leçon, parce que ça nous permet aussi de grandir dans notre... C'est chaque cycle qu'on aura de leçons à leçons. Et on exactement. La vie est remplie de leçons, madame. On apprend chaque jour. Les jours où on arrêtera d'apprendre, c'est les jours où on va mourir. Voilà. Saint-Florent Kayembe, vous avez la même lecture. Est-ce que, comme Joe Maïl est en train de justifier la réussite de l'Union sacrée aux élections, du fait qu'il y a eu une bonne préparation, vous êtes de cet avis-là? Oui, je pense que mon ami a raison, mais il faudrait aussi relever une chose. Au-delà de tout ce qu'il a dit, il a vraiment parfaitement raison. Mais le problème, il ne faut pas seulement regarder sous l'angle de la réussite de l'Union sacrée. Même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des partis qui n'ont pas atteint les seuils. Ici, madame, je me rappelle, on était avec vous ici, on avait abordé le problème du seuil. Et la loi électorale en cours, la loi électorale qui a été élaborée au Parlement, beaucoup de candidats se sont engagés à la compétition électorale sans pour autant prendre connaissance de la loi électorale. À qui incombe la responsabilité? Les conséquences, c'est aujourd'hui. Ici, il s'agit de la terre. Avant d'entrer dans une compétition, il faut prendre connaissance des mesures, des cahiers des charges. Il y avait une loi électorale élaborée. Et vous constatez aussi que même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des partis politiques qui n'ont pas bien fait le recrutement des candidats. On a recruté les candidats parce qu'on avait déjà des problèmes. Le premier problème était au niveau des seuils de représentativité. Deuxième problème, c'est celle d'éligibilité. C'est différent, hein? C'est différent. Parce que les publics doivent comprendre. Voilà, c'est différent. Lorsqu'on parle des seuils... Quelle est la nuance? La nuance se trouve à ce niveau. Lorsqu'on parle des seuils de représentativité, la loi fait à ce qu'un parti politique engage sur la compétition électorale plus ou moins 300 députés.
300 candidats plutôt. Et lorsque vous n'avez pas atteint les nombres-là, on va déclasser votre liste à la CENI. Ça, c'est seuil de représentativité. Maintenant, lorsque nous allons aux élections, là déjà, c'est après les élections qu'on constate les seuils d'éligibilité. Maintenant, les seuils d'éligibilité, c'est de 1% pour la législative nationale et de 3% pour la législative provinciale. Lorsque on part dans une élection et qu'on n'a pas compris ces deux notions ici, les conséquences, c'est lancer dans des contestations inutiles. Alors, qui devait faire comprendre à ces candidats? On a comme l'impression que les partis politiques ont juste rempli les listes pour atteindre les seuils de représentativité. Voilà pourquoi j'ai dit non seulement l'opposition, même l'Union sacrée. Il y a beaucoup de regroupements de partis politiques qui n'ont pas atteint les seuils au sein de l'Union sacrée. Pourquoi? Il y a certains regroupements politiques qui se sont créés. Donc, on a créé des regroupements politiques à la veille de la compétition. Et on a commencé à ramasser, je dis bien ramasser les candidats. N'importe comment. N'importe comment. Sans valeur. Sans valeur. Donc, les premiers problèmes que beaucoup de partis politiques ont connus dans cette compétition, c'est les recrutements. Un mauvais recrutement dans tous les partis politiques, sans exception ni de l'Union sacrée, ni de l'opposition. Voilà pourquoi certains candidats, vous engagez quelqu'un aux élections, il n'a pas compris les seuils, il part, il fait 500 voix. Et il voit quelqu'un qui a fait 4000 voix être proclamé, c'est lui qui a fait 500 voix commence à crier. Il faut demander, il faut interroger la loi électorale. Comment quelqu'un qui a fait 500 voix n'est pas proclamé et celui qui a fait 400 voix est proclamé? 500, 400, oui. Voilà. Alors que celui qui a fait 400, son regroupement politique a atteint le seuil. Mais toi qui as fait 500, ton regroupement politique n'a pas atteint le seuil. Alors, tu seras proclamé comment? C'est la loi qui tranche. Il n'y a pas un problème là que la CENI va prendre des calculatrices pour calculer les seuils, pour calculer les voix. Non, c'est automatique. C'est-à-dire que certaines personnes qui ont été proclamées n'ont pas été élues comme il faut, mais ils ont été pêchés, si je peux utiliser ces termes-là, par un de candidats de son groupe qui a eu plus de points. Voilà. Ici, il y a des suffrages exprimés plutôt, il y a des suffrages à exprimer, il y a des suffrages attendus. Lorsque quelqu'un, par exemple, je donne l'exemple de Didier Boudimou, son regroupement politique n'a pas atteint les seuils, mais lui-même a exprimé des suffrages demandés pour un candidat indépendant et il a été proclamé élu. Mais si toi-même, tu as vu que non, ton regroupement n'a pas atteint les seuils et que tu as exprimé beaucoup, tu as exprimé des suffrages plutôt attendus, il sera proclamé, tu n'as qu'à aller réclamer, suivre la voie normale tracée déjà par la loi électorale. Les problèmes que nous traversons aujourd'hui, c'est la compréhension de la loi électorale. C'est tout simplement ça. Les courts mots là que vous voyez, c'est à compliquer même des professeurs des universités. À qui incombe la responsabilité? Des partis politiques, la CENI. Les chefs des partis politiques. Nous avons des partis politiques, madame, non structurés. Des partis politiques qui se réveillent seulement la veille des élections. Et parce qu'ils ont des moyens, à la veille des élections, il y a des partis politiques qui fonctionnent de manière archaïque, même au sein de l'Union sacrée. Donc les partis politiques là concourent seulement pour leurs intérêts, pas pour l'intérêt de la nation. C'est pourquoi nous, cette fois-ci, nous n'allons pas laisser faire. Même le président de la République doit attendre la population. Ce n'est pas attendre tous les partis politiques là qui fabriquent les candidats. Oh, ils ont fabriqué des candidats. Vous avez vu des comédiens être alignés, tout ça pour se faire des voix, atteindre les seuils. J'ai dit à certains comédiens, vous êtes sur la liste seulement pour aider les leaders à atteindre les seuils. Des représentativités. D'éligibilité. Donc, ça, il faut déjà les retenir. Même si vous faites des plaintes. Il y a la différence, il y a des gens qui étaient populaires lors des campagnes électorales et ils pensent que par rapport à cette popularité-là, il est déjà élu député. Et la réalité des îles, c'est autre chose. J'ai suivi ici, vous avez soulevé le problème d'ensemble pour la République. Bien évidemment, l'ensemble était mal parti. Je parle des gens qui nous suivent, des candidats de l'ensemble en province. Rentrons ici à Kinshasa. Dis-moi quel est le candidat de l'ensemble pour la République qui a fait la campagne électorale
Je prends le district de Tchang. Les candidats forts que vous connaissez. Vous avez vérifié là-bas? J'ai vérifié. Si vous avez les noms, me dites que celui-ci a bâti campagne au nom du président Moïse Katumbi, les candidats malheureux. Donc, l'ensemble ici, en dehors de Moïse Katumbi seul, que j'encourage d'ailleurs, il a fait un grand travail. Je dis bien un grand travail que d'autres candidats de l'opposition, c'est pas en mesure de faire. Lui a marché, lui seul, malgré les alliances masquées. Ça, ce n'était pas... Il avait fait confiance à une alliance masquée. Donc, une alliance que moi j'appelle une alliance de circonstances. Oui, les alliances se sont faites à partir des circonstances. Ok, mais cette alliance-là n'a pas aidé Moïse Katumbi. Parmi les alliés de Moïse Katumbi, quel est l'allié qui a fait les déplacements à lui seul dans une province pour battre campagne sans Moïse Katumbi? Personne. Mais quand vous regardez dans l'Union sacrée... Il fallait seulement qu'il soit seul. S'il vous plaît, madame, regardez l'Union sacrée. Vous prenez le président Vital Kamerhe. Vous prenez le président Jean-Pierre Mbemba. Vous prenez le Moïndo Zangi. Vous prenez le président Bosso, Bati Lukwebo. Tous ces gens-là étaient... Et ils ont fait les campagnes de village par village, de secteur par secteur, territoire par territoire. Alors, dis-moi, quel est le leader ou l'allié de Moïse Katumbi qui a accompagné ou qui a fait campagne sans qu'il soit aux côtés de Moïse Katumbi? Donc, vous voulez dire quoi? Que répondre à ceux qui disent qu'il y a eu tricherie, qu'il y a eu manipulation? Manipulation, je crois bien que la CENI a été claire. Je vais vous relever une chose. C'est que les gens sont en train peut-être de faire des disons que la CENI a favorisé les députés de l'Union sacrée. Regardez les élections de 2011, parce que c'est les élections où l'enrôlement, où moi j'ai eu ma première carte. Je ne peux pas parler de 2006. En 2011, lorsque nous sommes allés à l'enrôlement, on mettait des pouces, seulement deux doigts, les deux mains. En 2018, c'était la même chose. Et lorsque nous sommes arrivés en 2023, nous avons mis 5 doigts. Donc la CENI a pris les empreintes des 5 doigts. Ce qui a échappé aux tricheurs de l'Union sacrée, aux tricheurs de l'opposition, ces 5 doigts-là. La population doit savoir ça. Lorsqu'ils ont pris en convenance avec les présidents ou les chefs d'antenne des CENI, il y a des candidats qui se sont rangés avec les présidents des centres de vote, les chefs d'antenne de certaines antennes de la CENI pour leur livrer des machines. Madame, vous arrivez dans un centre de vote qui a peut-être 12 bureaux. Et dans ces 12 bureaux-là, un candidat en mode de positionnement est allé coopérer avec les chefs du centre. Dans les 12 bureaux, les chefs du centre lui donnent déjà 4 bureaux. Et lorsque les jours du vote arrivent, il prend ces machines-là, il confie au candidat. Et le candidat est allé faire les votes à domicile. Et les gens sont arrivés au centre pour voter. Et lorsque les gens, je cite, lorsque les gens sont arrivés, ils ne retrouvent pas leur nom. Ils demandent, oh non, on a rêvé vos noms. Et directement, c'est ce que vous avez vu des échauffourées là. Donc, ce sont des candidats. Tout ce que nous avons vu aujourd'hui, les désordres, oui, on peut dire que les responsabilités sont partagées, mais à 70%, ce sont les candidats. J'écris et au fort, même au sein de l'opposition, merci Symphorien même au sein de l'Union sacrée, il y a eu des gens mal intentionnés, jusqu'à aller à utiliser même des machines de réserve, sans les savoir. Merci Symphorien Kayembe. Alors, après les résultats, les élections, c'est maintenant la course au poste du gouvernement. Il faut un informateur. Voilà, il faut le partage du gâteau, c'est-à-dire comme ça. Et bien voilà, il y a déjà des plateformes qui se créent. Pacte pour un Congo retrouvé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est au sein de l'Union sacrée, hein? Ben oui, parce madame. qu'il y a déjà l'Union sacrée. Ça vient secouer la plateforme? Je pense que lorsque nous sommes dans la scène politique, il y a les armes qui sont conventionnelles, des armes qui sont légales, utilisées de tout le monde, et des armes qui ne blessent pas les autres. Et je pense que ici, je conçois, comme je vous ai dit tantôt, je conçois la politique comme un champ
un lieu de bataille où les gens vont se battre, ou vont compétir, soit pour conserver, soit pour avoir le pouvoir. Mais je vais ajouter une certaine dose sur ce que mon frère a dit. Il a dit des choses très importantes. Je pense que dans certaines émissions que vous nous avez récit l'année passée, nous avons parlé du parti politique comme cet appareil producteur des acteurs politiques. Quand on parle d'un parti politique, madame, il faudrait savoir que les partis est affilié à des fonctions. Ces fonctions manifestes qui sont trilogiques. Il y a la sélection, il y a la formation et puis il y a l'encadrement. La question sur la formation. Les partis politiques doivent savoir qu'ils ont la responsabilité de former les cadres et membres. On forme en quoi? On forme les cadres et membres dans les différentes notions qui entourent la vie politique. Par exemple, nous sommes formateurs de plusieurs... nous avons eu sur la question des seuils, nous avons eu à former 3 ou 4 structures politiques avant les élections sur cette question. Vous savez, lorsqu'un parti politique n'est pas affilié à ces missions, il y aura une très mauvaise production. La question du seuil, c'est une question très importante. La plupart des personnes n'ont pas connu le seuil. Je vous donne un exemple. Sur cette question des seuils est liée la question du scrutin. Quel type de scrutin nous avons dans les élections législatives? Les élections présidentielles, nous partons dans un scrutin majoritaire, à un seul tour. C'est lui qui a le plus de voix, c'est celui qui gagne. Mais tandis que dans les élections législatives, ce n'est pas comme ça. C'est les scrutins mixtes, on mélange les scrutins proportionnels et les scrutins majoritaires. On élit les personnes sur base, des listes. Et dans les listes, on va voir la personne qui a obtenu plus de voix, mais c'est sur base du seuil. Okay. Le seuil, dans la loi électorale, comme mon frère a dit, la représentativité, c'est à 60%. 60% des sièges à pourvoir. Et puis, dans l'éligibilité, c'est les 1% des suffrages exprimés. Ok. Alors on parlait de cette plateforme. Alors, la question après que l'Union Sacrée ait été secouée, après les résultats, bon, si je peux dire ça, parce qu'on a eu des contestations, même dans l'Union Sacrée. Justement. On a vu des punais brûlés par-ci, par-là. Et cette nouvelle plateforme, ça vient encore enfoncer je pense le doigt dans la plaie. Je pense que nous sommes, ici, je veux me rabaisser plus dans les champs politiques. Là où les politiques sont, il y a multiplicité des idées. Chaque personne veut apporter sa touche qualitative à la gestion de la chose publique. Ici, il faudrait savoir, nous sommes dans la période post-électorale, où l'ossature du gouvernement, l'ossature institutionnelle doit se définir. L'ossature institutionnelle se définit au regard des principes constitutionnels. C'est quoi les principes constitutionnels? Les personnes qui doivent gérer les institutions doivent être issues de certaines institutions. Par exemple, les gouvernements émanent du Parlement. Il faudrait que ceux qui ont la majorité parlementaire, c'est à eux que revient le gouvernement. Or, le gouvernement, c'est cet appareil qui gère la vie quotidienne de l'État. Qu'est-ce qu'il faut faire étant acteur politique? Les acteurs politiques ont la velléité de gérer la chose publique, les envies de gérer la chose publique. Ils vont se liguer, ils vont se réunir. Nous sommes dans une approche aussi organisationnelle. Pas des ambitions démesurées, hein? Non, pas madame. De chantage. Si c'était des ambitions démesurées, ici je parle dans une approche très scientifique. Si c'était des ambitions démesurées, il y allait avoir plutôt des cabales non connues, des réunions nuitamment. Mais lorsque les acteurs politiques se manifestent officiellement, en portant même des messages officiellement, je ne pense pas que ce sont des ambitions démesurées. Je pense que ce sont des alternatives que les acteurs politiques se réunissent pour dire que, bon, voilà, au lieu que nous partons en ordre dispersé, comme l'Union Sacrée, c'est une méga structure, nous, on va se concilier parce qu'il y a certains partis politiques qui ont obtenu 3 députés, certains qui ont obtenu 4. Alors, pour ne pas encombrer, ce sont des alternatives, hein, nous réfléchissons en hypothèse. Pour ne pas encombrer la table de négociation, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons nous réunir autour d'une sous-plateforme qui fera ce que une personne va être notre chef de file. Il va amener, je n'appelle pas ça revendication, mais notre cahier des charges. Parce qu'ici, il faudrait être clair. Nous sommes dans un moment où, comme j'ai dit, l'ossature institutionnelle est en train de se configurer. Et il y a certaines personnes qui ont fait une très bonne moisson au regard du combat électoral. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudra aller sur la table de négociation. Nous sommes dans un régime démocratique. Si je parle de la table de négociation, c'est que la dialectique
est autorisée dans un cadre institutionnel. Alors ici, la table de négociation, ce n'est pas dans un cadre extra-institutionnel, c'est dans un cadre institutionnel. Ceux qui ont les députés, c'est les parlements. Ils vont aller dans une table de négociation pour voir comment est-ce qu'on doit tracer l'ossature institutionnelle. Et l'ossature institutionnelle n'est pas seulement tracée sur, comme nous parlions avec mon ami tantôt là dans les coulisses, dans les niveaux national, mais l'ossature institutionnelle est retracée aussi verticalement. De la même manière, s'établit notre forme de l'État parce que nous avons un État unitaire décentralisé du point de vue national, du point de vue territorial. Parce que vous allez comprendre que l'Union sacrée n'a pas seulement gagné dans les législatives nationales, mais dans les législatives provinciales. Or, le gouvernorat provincial est issu du législatif provincial, des assemblées provinciales. Les sénateurs sont ici des assemblées provinciales, ils tirent leur légitimité là-bas. Donc, je pense qu'il y a de la mer à boire, mais ce n'est pas quelque chose de démesuré. Ici, il faut avoir une communication saine et pure. Il y a certaines personnes qui veulent manger. Je ne donne pas encore une certaine motivation malsaine. Pour moi, je pense que, étant acteur politique, et puis pour réduire l'encombrement sur la table de négociation, il faut savoir se réunir. Réduire l'encombrement, comme vous le dites, mais déjà à l'annonce Symphorien KMB, il y a eu de frustration. Des réactions même au sein de l'Union sacrée. Je pense bien que, comme vous venez de le dire, la frustration ne va pas abandonner ou ne va pas enterrer les ambitions de l'Union sacrée. C'est un champ politique à explorer et les acteurs politiques doivent se concerter en toute liberté. Ce n'est pas parce que vous êtes dans l'Union sacrée que quelqu'un ne doit pas réfléchir. Ou bien pour réfléchir comme nous avons vu dans ces pays. Et pas de chantage, pas chercher à étouffer un autre équipement qui existe déjà. Je ne vois pas, c'est seulement nous les communicateurs, les chroniqueurs qui sont venus aussi faire la politique et qui veulent un peu allumer les feux, mais jusque-là je ne vois rien. Je ne vois rien parce qu'au sein de l'Union sacrée, il y a des responsables. On ne peut pas interdire à un responsable de réfléchir quand même. Ou pour qu'un responsable puisse réfléchir sur l'avenir de sa famille politique, il doit faire recours au président de la République. Et si le président de la République accorde la réflexion, à ce moment-là, ils vont réfléchir non. Donc dans l'Union sacrée, c'est ça ce qui prouve aussi le niveau de la démocratie au sein de l'Union sacrée. Donc les acteurs doivent réfléchir de manière très libre. Donc je pense bien que jusque-là, rien n'est encore fait. Les partis au sein de l'Union sacrée sont en train de s'organiser, pendant que l'opposition est en train encore de regarder, de dormir. Il y a encore une bataille électorale. C'est laquelle? C'est le gouvernorat. Et il y a l'opposition qui est en train de dormir. Aujourd'hui, les gens peuvent dire que l'Union sacrée a fait ceci pour avoir des sièges. Quelle est la stratégie en face de l'Union sacrée? C'est seulement parler. Mais nous avons vu à l'époque l'opposition aller en course avec les pouvoirs en place, même au niveau des gouverneurs, pour postuler, arracher même des postes. Mais actuellement, cette opposition, madame, vous espérez... Il y a des pièges partout. Je vous dis, je ne sais pas. Mais je suis en train de voir qu'il n'y aura pas un gouverneur de l'opposition. Avec la ligne... Vous voyez déjà? Je vois déjà. Parce que l'opposition est en train de dormir. Il y a de l'autre côté de l'ensemble, il y a des gens qui poussent l'ensemble de boycotter des sièges. Il faut que l'ensemble puisse interdire aux élus de ne pas siéger. Et de l'autre côté, l'ensemble est en train de regarder si je demande à ceux qui aient boycott, donc je vais perdre la crédibilité. Donc j'espère bien qu'au sein de l'Union sacrée, il n'y a aucune crise comme les gens sont en train de le prétendre. Mais il suffit tout simplement de regarder les gens qui sont en train de s'organiser. C'est ça la beauté de la démocratie. Voilà, l'avenir nous en dira plus. Et c'est fini pour Au-delà de l'actualité. Merci Symphorien KMB. Merci madame. Merci Joe Maele. Merci madame. Merci à vous fidèles téléspectateurs du magazine Au-delà de l'actualité. Nous nous retrouvons au prochain numéro. Au revoir.